Bon, bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. Nous allons donc dérouler cette première table ronde qui est consacrée à la propriété intellectuelle dans l'économie digitale, dans la perspective de l'accord d'investissement. Propriété intellectuelle qui a été, dont l'importance a été soulignée par Jean-Louis Chaussade. Je partage mon écran pour faire une brève introduction. Voilà, pour faire une brève introduction sur le contexte de notre table ronde. Notre table ronde se déroulera de la manière suivante. Franck traitera de la protection de la propriété intellectuelle en Chine vue du juriste européen. Gilbert Réveillon, chaque intervenant se présentera rapidement, je crois que c'est beaucoup plus simple, traitera des entreprises et de la protection de la propriété intellectuelle lorsqu'elles s'installent en Chine. Et puis Mathieu Quignou aura la dernière intervention sur les apports de l'économie digitale sur le système de la propriété intellectuelle. Rapidement, pour illustrer du domaine dont on parle, l'économie digitale, on peut la présenter du point de vue de la propriété intellectuelle, hein, pas d'un point de vue industriel, mais d'un point de vue de la propriété intellectuelle, comme se composant à la fois de ce qu'on appelle les big data et de l'autre côté logiciels et software, relier tout ça par les infrastructures informatiques qui se combinent dans l'intelligence artificielle et qui donnent lieu à un certain nombre d'applications que vous connaissez tous, etc. Tout ça pour situer le paysage dont on parle, vous voyez, qui est extrêmement vaste et qui illustre évidemment les fondations de l'économie future. Autre image du contexte, le contexte des investissements étrangers de Chine en Europe et d'Européens en Chine, pour constater que la Chine a enclenché une stratégie, ce qu'on sait, il y a beaucoup d'exemples, hein, mondiale de présence dans les territoires développés étrangers, notamment pour essayer d'acquérir de l'innovation, une innovation qui est, comme vous le savez, le principal moteur du développement économique de la Chine dans les futures années, puisqu'elle a un peu puisé les premières recettes fondées sur le capital, le travail, l'amélioration de la productivité. Et maintenant, elle place ses espoirs dans l'innovation, enfin ses espoirs, elle mise sur l'innovation, ce pas des espoirs. Quant à l'Europe, comme il a été dit dans le débat qui a précédé, elle entend évidemment rééquilibrer ses relations avec la Chine compte tenu de l'importance du marché chinois. Alors, qu'en est-il de l'économie digitale et du rapport de force qui existe dans ce domaine? On peut dire clairement que la Chine est un leader hein, dans l'économie digitale et que malheureusement, le constat est que l'Europe est dans pratiquement tous ces domaines assez distancée, même s'il y a évidemment quelques entreprises qui sortent du lot. Et les autorités chinoises, à leur plus haut niveau, hein, au niveau de Xi Jinping, a insisté il y a maintenant près de 4 ans hein, sur l'importance de l'introduction de l'économie numérique, de l'économie digitale dans l'économie chinoise. Il parle de Digital China hein, comme étant l'un des axes majeurs et prioritaires du développement économique de la Chine. Ce qu'on constate, c'est qu'avec les États-Unis, la Chine est le plus important, enfin c'est pas le seul indicateur bien sûr, mais c'est le plus important déposant de brevets d'invention relatives à l'intelligence artificielle et que ces brevets viennent à la fois des entreprises, des universités. Et donc, on peut dire que la communauté de recherche chinoise est mobilisée sur ce qu'on appelle le deep learning, le deep technology, et que c'est un signe évidemment dont il faut absolument tenir compte. Sur le plan des inventions, la Chine, comme j'imagine probablement beaucoup d'entre vous le savent, est maintenant de très loin hein, le premier déposant de brevets au monde, et que les commentaires qui sont faits par les instituts occidentaux indiquent
le monde occidental a perdu, n'a plus du tout le leadership dans ce domaine. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur les problèmes, mais j'y reviendrai. Alors, quel est le contexte concernant plus particulièrement les positions de la Chine et de l'Europe en ce qui concerne l'économie digitale et la propriété intellectuelle? Il faut voir que maintenant, tout ça, ces problèmes se situent dans un environnement un environnement réglementaire et institutionnel qui a été récemment modifié, notamment en mars dernier, en mars 2019, en mars de l'année dernière, l'Union européenne s'est mise d'accord sur un règlement global, sur un règlement qui implique donc tous les pays de l'Union, pour mieux évaluer les risques que présentent les investissements directs étrangers, et notamment pour ce qui concerne justement notre sujet, les technologies critiques comme l'intelligence artificielle, la robotique, etc., et l'accès à l'information sensible, y compris les données personnelles. Et symétriquement, hein, on en parlait tout à l'heure, la question des transferts de technologie, qui est évidemment un des sujets qui occupe les relations entre les États occidentaux et la Chine depuis plusieurs années, il a connu une transformation, au moins dans les mots, hein, on verra ensuite dans la réalité, qui d'ailleurs est liée, qui résulte un peu de ce qui s'est passé dans l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis ont un peu ouvert la voie, où il est indiqué que les droits de propriété intellectuelle sont sont complètement protégés, en particulier les agences gouvernementales ne peuvent pas forcer un investisseur étranger à s'engager dans un transfert de technologie. Bon, c'est quelque chose de très récent, hein, ça date du début de cette année, donc évidemment il faudra voir ce que donnera l'application, mais en tout cas les déclarations sont là et elles sont évidemment importantes. On note aussi que, je crois que c'est un peu c'est le thème, c'est le thème de mon introduction, c'est que dans le domaine de la propriété intellectuelle, comme dans ce domaine de l'économie digitale, il y a davantage de convergence, en tout cas dans les positions, que d'opposition. La première chose, c'est que le système de propriété intellectuelle s'est considérablement amélioré au cours des dernières années en Chine, et que le comité central et le conseil d'État chinois ont annoncé un plan pour accélérer encore le renforcement de la protection de la propriété intellectuelle. Alors, évidemment, tout ça, ce sont des gages dont les investisseurs étrangers ont besoin, mais c'était très important. Et puis, il y a un certain nombre de lois que vous connaissez à la fois en Europe et en Chine sur la protection des données, avec une différence évidemment très importante de philosophie, qui est que la protection des données en Europe, c'est plutôt par rapport aux entités privées, alors qu'en Chine, eh bien, l'État n'est d'une certaine manière pas concerné par cette protection des données dès lors qu'il s'agit de la sécurité et des enjeux majeurs de l'État. Dans le domaine de l'économie numérique, on peut dire que là aussi, il y a une convergence. Hein. Le rapport de la Commission européenne sur la concurrence dans le monde digital montre que l'innovation dans les industries numériques est très différente de l'innovation dans les autres secteurs, et que par conséquent, le système classique, je dirais, de propriété intellectuelle n'est peut-être pas vraiment adapté. Je passe assez rapidement sur ce slide qu'on vous communiquera. Hein. Et symétriquement, il y a de très nombreuses déclarations, enfin j'en ai extrait quelques-unes, hein, de la part des autorités chinoises, notamment là il s'agit de la Cour populaire suprême, hein, qui indique cette contradiction entre la diversité des croissante de protection des droits de propriété et le retard des lois et règlements qui devient de plus en plus important dans ce domaine. Et on trouve plusieurs déclarations d'autorités chinoises qui indiquent que la Chine devrait participer activement à l'élaboration de règles internationales de protection de la propriété intellectuelle. Donc, on voit que dans ce domaine, hein, c'est probablement un des domaines un peu
se passe des choses assez différentes que dans d'autres domaines. Là, il y a une convergence qui, je pense, correspond à une réalité, quoi. Là, on est dans une industrie mondiale, hein. Il n'y a pas de frontières dans ce domaine, même si on peut installer des firewalls, mais la coopération mondiale est une sorte d'obligation pour pouvoir pénétrer les marchés. Et finalement, quelles sont mes réflexions par rapport à l'accord sur les investissements? Les accords sur les investissements précédents, hein, quand on les lit, par exemple celui de l'Union européenne et de Singapour, c'est des accords très procéduraux où on explique comment on fait un recours, comment on se protège, etc. Mais la définition de la propriété intellectuelle est très classique et se réfère à la liste qu'on appelle le TRIPS, hein, qui date maintenant de plusieurs années, qui donne une liste très, très, très banalisée de la propriété intellectuelle. Et donc, dans le nouveau contexte, on doit se demander s'il ne faut pas commenter, indiquer mieux, préciser mieux de quel type de propriété intellectuelle on parle, parce qu'évidemment, ça conditionne la protection et les modalités de transfert et de licence qui feront ensuite l'objet de l'accord. La deuxième réflexion, c'est que le système chinois est très centralisé, hein, comme on sait, c'est l'État qui, dans ce domaine de l'économie digitale particulièrement, a des pouvoirs et des compétences tout à fait centrales et uniques, alors que le système européen, lui, est au contraire complètement décentralisé, et il est en plus sous le contrôle d'entités non européennes, hein, principalement américaines. Donc là, il y a une sorte de déséquilibre qui interroge en tout cas sur la manière dont on pourra construire l'accord dans ce domaine. Et puis la dernière réflexion rejoint donc un peu mon thème général, c'est que cette convergence des réflexions sur l'économie digitale et la propriété intellectuelle, est-ce qu'elle peut aller jusqu'à construire entre l'Europe et la Chine des solutions communes? Voilà les mots d'introduction que je voulais faire pour situer le débat. Et je donne donc maintenant la parole à Franck, comme il est prévu, pour nous parler de la protection de la propriété intellectuelle vue d'un juriste européen, puisque Franck travaille dans la zone chinoise, comme il va vous l'expliquer. Franck, la parole est à toi. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, je m'appelle donc Franck de Self-Davy, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis également inscrit au barreau de Taipei et à la Law Society de Hong Kong, et je travaille en Chine depuis 1996, notamment sur des questions liées à la propriété intellectuelle. Je voudrais vous donner, compte tenu du fait que nous avons finalement assez peu de temps, je voudrais vous donner finalement 3 idées que j'ai envie de faire passer ce matin, compte tenu des interventions qui ont déjà eu lieu et que j'ai écoutées avec beaucoup d'attention et de ce qui va suivre. La première, et ce sont vraiment des retours d'expérience d'un praticien, et n'y voyez rien de très, très académique. La première chose, c'est que je pense que c'est durant ces 20 dernières années, je dirais qu'on est passé en matière de propriété intellectuelle en Chine à des questions et à des soucis qui étaient liés principalement à la lutte contre la contrefaçon, à aujourd'hui une question qui est plus de défendre notre propriété intellectuelle au sens large et pas forcément d'ailleurs au sens strictement juridique. Je vais m'en expliquer un petit peu. Si je regarde un peu notre activité il y a 20 ans, et sans être bien évidemment une sorte d'échelle Richter de la contrefaçon en Chine, il se trouve que 80% à peu près de notre activité en matière de propriété intellectuelle en Chine tournait autour de la lutte contre la contrefaçon. Aujourd'hui, notre activité en matière de propriété intellectuelle en Chine n'est concernée, je dirais, que de l'ordre de 35 à 40% sur des affaires de procédures
anti-contrefaçon, de sorte à essayer d'éliminer tous ces produits contrefaisants qui pullulent en Chine. Cette diminution des préoccupations, je dirais, pour nos clients et pour les sociétés françaises et européennes en matière de contrefaçon ne signifie pas, bien évidemment, que la contrefaçon a disparu. Cela ne signifie pas non plus que les nouvelles technologies dont on parle aujourd'hui ne sont pas concernées par des problèmes de contrefaçon et voire même qu'elles ne soient pas je dirais, des nouveaux vecteurs de la lutte contre, de la contrefaçon, puisque des grandes plateformes de e-commerce sont très actives dans le domaine. Mais pour autant, on est vraiment passé sur un autre niveau de difficulté, un autre niveau j'allais dire de concern, comment dire en anglais, mais d'inquiétude, et qui est vraiment de défendre à la fois nos droits, de les valoriser, de défendre notre système et notre conception de la propriété intellectuelle. La Chine est devenue, ces 20-25 dernières années, un terrain de lutte d'influence entre, par exemple, les Européens continentaux, et notamment les Français, contre les Américains ou les Anglais sur ce que veut dire la propriété intellectuelle. Nous sommes très attachés au fait que c'est un droit autonome, qui n'est pas une partie simplement d'un droit de la concurrence ou d'un droit de protection du consommateur. Nous sommes très attachés à nos appellations géographiques, nous sommes très attachés à notre droit d'auteur, qui n'est pas simplement un copyright. Et là, il y a des terrains d'entente et on a vu des négociations, parfois des frictions, mais en fait aussi beaucoup de convergence entre les intérêts chinois et les intérêts français et européens sur les domaines de propriété intellectuelle pour définir des modèles qui peuvent être convergents, comme l'a suggéré Patrick à l'instant. Ce résultat, finalement, et cette nouvelle situation que l'on connaît en Chine depuis quelques années, c'est la résultante d'un effort considérable qui a été fait par la Chine depuis le début des années 80. Je ne vais pas vous refaire l'historique du droit de la propriété industrielle ou intellectuelle en Chine, mais disons que depuis 1982, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des marques a été réformé au moins 4 fois, la dernière fois en 2019, le droit des brevets, la même chose depuis 1984, la même chose pour le droit d'auteur, les secrets commerciaux, etc. Donc c'est un droit véritablement complet, moderne, conforme aux conventions internationales que la Chine a toutes signées, et avec bien sûr cet élément de bascule qui est l'entrée de la Chine dans l'OMC, où une fois que le droit chinois a été considéré par la communauté internationale comme conforme aux engagements chinois, on lui a demandé dès lors, et la Chine s'est imposée elle-même dès lors, de rendre ce droit effectif. Et ce droit, il a été rendu de plus en plus effectif, là encore par des investissements massifs en matière de formation des juristes, des magistrats, des procureurs, des policiers, des douaniers, des avocats, des administrations chinoises. Il a été rendu plus effectif par la création de juridictions spécialisées sur la propriété intellectuelle et je dirais qu'il a aussi été rendu plus effectif tout simplement par l'innovation chinoise et le développement des entreprises chinoises et de la propriété intellectuelle chinoise, car comme nous avions à cœur de le rappeler régulièrement, lorsqu'une entreprise française, européenne, américaine ou japonaise souffre de problèmes de contrefaçon ou de propriété intellectuelle en Chine, ça se traduit principalement par des problèmes financiers, alors que lorsqu'une entreprise chinoise souffre de propriété intellectuelle ou de contrefaçon, de problèmes de propriété intellectuelle ou de contrefaçon en Chine, il ne s'agit plus simplement d'un problème financier, il s'agit d'un problème de vie ou de mort pour cette entreprise. Et donc, ce qu'on avait vu autrefois au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan, c'est-à-dire qu'un développement des entreprises, des marques et de la propriété intellectuelle allait de pair, bien évidemment, avec une plus grande protection de cette propriété intellectuelle sur leur territoire, c'est effectivement passé en Chine. Donc, nous sommes dans un environnement où aujourd'hui, on parle véritablement droit, on parle stratégie, et c'est très rassurant pour nous. La deuxième idée que je voudrais vous faire passer rapidement, c'est cette extraordinaire lucidité chinoise
Tout à l'heure, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin parlait de la qualité de l'amitié basée sur la prévisibilité. S'il y a un domaine sur lequel les Chinois ne sont pas et ne sont jamais pris à défaut, c'est bien la prévisibilité. Quel que soit le domaine qui vous intéresse en Chine, que ce soit le développement économique, que ce soit l'urbanisme, que ce soit la protection de l'environnement ou que ce soit la propriété intellectuelle, je vous invite tout simplement à lire régulièrement les discours des dirigeants chinois et vous verrez que vous connaîtrez de manière assez transparente l'état des difficultés et des défis auxquels ils ont affaire et par ailleurs la stratégie qui doit être en place. Et sans remonter à tous les discours, je voudrais simplement vous citer Xi Jinping qui, le 30 mai 2016, nous disait et disait à sa population chinoise: la Chine fait face à des goulets d'étranglement majeurs et à un retard important dans sa capacité d'innovation. La Chine est sous contrôle des autres pays en matière de technologie fondamentale. La base des sciences et technologies du pays reste faible. La Chine dépend des importations de nouveaux matériaux haut de gamme et des médicaments avec brevet. Et je pourrais faire la liste de tous les défis et de toutes les carences que le président Xi Jinping, en 2016, rappelait. Et c'est toujours sur la base de ce diagnostic que la Chine met en place ensuite des politiques qui sont, là encore, à la fois très transparentes et relativement efficaces. Et ce sera mon troisième point, c'est-à-dire qu'après une lucidité extrême sur les questions qui se posent à la Chine en matière de propriété intellectuelle, il ne fait aucun doute que la Chine a mis les moyens. Pour ne parler que des choses les plus récentes en Chine, c'est-à-dire les 15 dernières années, en 2005, le pouvoir chinois met en place un groupe de travail pour proposer une stratégie nationale en matière de propriété intellectuelle. Plus de 30 administrations, je crois que c'était 33, ont été rassemblées pour travailler sur un projet qui a abouti en avril 2008 à la publication d'un papier qui s'appelait « Stratégie nationale en matière de propriété intellectuelle ». Dans ce papier, que je vous recommande de lire, il était tout simplement indiqué que la Chine devait, en 2020, c'est-à-dire maintenant, devenir une nation innovante de haut niveau. Et ce papier a été récemment complété, le 15 mai dernier, par un texte supplémentaire donnant 100 objectifs additionnels devant être satisfaits. Et donc, la Chine, Patrick en a parlé, Mathieu et Gilbert vont en parler maintenant, est devenue, à l'évidence, une zone d'innovation à très haut niveau qui est aujourd'hui en concurrence avec les États-Unis, avec l'Europe, avec les carences, puisque les critiques ou les avertissements de Xi Jinping de 2016 demeurent d'actualité sur un très grand nombre de points. Mais en tout cas, la Chine a réalisé son objectif et c'était prévisible. Je voudrais terminer sur... Oui, Franck, il faut que tu conclues, oui. Voilà, 2 points importants à mon sens. Cette stratégie de propriété intellectuelle va s'accélérer et s'est déjà accélérée. Elle va s'accélérer avec l'accord qui a été signé et dont on a déjà parlé et qui contient normalement un chapitre propriété intellectuelle. Et surtout, ce que nous voyons, nous, en Chine aujourd'hui, c'est une accélération de la stratégie chinoise en matière d'innovation et de propriété intellectuelle en raison même de la pandémie Covid. Je prendrai un seul exemple et j'en terminerai là-dessus. La société Huawei avait pour objectif de devenir le leader mondial avant 2023. En mai dernier, Xi Jinping a fait passer le message à Huawei que cela devait être le cas au 31 décembre 2020. Merci à vous. Merci beaucoup, Franck. Donc, je donne sans tarder la parole à Gilbert, puisque notre temps est quand même très, très serré. Donc, Gilbert, merci beaucoup d'intervenir. Et donc, vous avez 10 minutes. Oui, bonjour. On ne vous entend pas bien. Vous ne m'entendez pas très bien. Est-ce que là, c'est mieux? Vous m'entendez mieux? Non. Toujours pas. Bon, pourtant, je suis en haut débit et ça marchait hier. Je vais parler plus fort, peut-être? Non? Oui, parlez plus fort. Ok.
Ah, et on ne vous entend plus du tout, là. Quelque chose qui s'est coupé. On va peut-être prendre une mesure d'urgence. Peut-être ce que je propose, c'est que Mathieu prenne le relais et puis Gilbert nous rejoindra ensuite. Oui, parce que là, il y a apparemment un incident technique. Mathieu, tu peux peut-être faire ça, hein? Ouais, tout va bien, ça me va tout à fait. Ouais, bonjour. Vas-y. Ok. Bonjour à tous, donc je m'appelle Mathieu Quignou, je suis avocat au barreau de Paris et je suis par ailleurs chercheur en infocom. Et donc, c'est des thématiques qui m'intéressent particulièrement puisque j'ai fait moi, mon doctorat sur les transferts de technologies entre l'Union européenne et la Chine. Donc, je vais axer mon intervention autour des apports de l'économie digitale au système de propriété intellectuelle. Et j'aimerais cadrer avec quelques chiffres qui me paraissent assez représentatif finalement de l'importance du numérique pour la Chine. Il s'agit de 9% de son PIB, mais plus intéressant, 67% de la contribution à l'augmentation du PIB chinois est due au numérique. En France, par comparaison, on est à peu près à 6%. L'activité numérique est par nature immatérielle et elle est directement tributaire en fait, du niveau de protection qui est accordé à l'immatérialité. Ces activités sont dépendantes de fait de la propriété intellectuelle et des modèles de protection, qu'ils soient nationaux ou internationaux. En parallèle, on constate que les nouveaux dispositifs et usages numériques ont des incidences sur les méthodes de protection des œuvres et des marques, et aussi de l'innovation. Alors, initialement, le numérique était surtout vécu, aussi bien en Chine qu'en Europe, aux États-Unis, comme un amplificateur des pratiques de contrefaçon, tout particulièrement avec le piratage, les modèles de peer-to-peer illégal. Et il y a eu aussi de nombreux courants, principalement issus des États-Unis, qui ont finalement, qui est très lié à ce développement du numérique, avec le courant du logiciel libre, le copyleft, Creative Commons, qui ont fragilisé, on peut dire, hein, les fondements de cette construction juridique, aussi bien d'un point de vue théorique, mais aussi pratique, en légitimant un certain nombre de pratiques numériques. À l'inverse, aujourd'hui, on constate vraiment un phénomène tout à fait opposé, avec l'utilisation, et c'est le cœur de mon propos, du numérique comme outil et comme vecteur de protection de la rareté immatérielle et de l'amélioration des modalités d'exploitation de la propriété intellectuelle. On peut citer à ce titre la facilitation des recherches et des modalités de dépôt de marques et brevets, aussi bien en France qu'en Chine, avec des moteurs qui sont de plus en plus sophistiqués, des formulaires automatisés. Un autre point qui est le développement des systèmes d'ancrage par blockchain et les modèles de preuve d'authenticité, qui sont très utiles aussi d'un point de vue douanier, par exemple, pour prouver une preuve d'antériorité dans la propriété intellectuelle. Ça permet aussi de créer de la rareté dans l'univers immatériel, avec ce qu'on appelle donc, dans le domaine de la blockchain les jetons non fongibles, c'est-à-dire vraiment un jeton numérique individualisable comme une œuvre unique en fait. Et c'est beaucoup utilisé par exemple par les artistes numériques actuellement. Et la Chine a été vraiment un des précurseurs dans ce domaine-là, notamment au niveau judiciaire, puisque c'est, je pense, le premier pays à avoir, à travers la cour d'Internet de Hangzhou en juin 2018, reconnu la preuve par blockchain, donc apportée à partir d'un registre décentralisé, comme une preuve valide. Et en plus, c'était dans un cas qui nous intéresse directement dans cette table ronde, c'était un cas de contrefaçon de droit de propriété intellectuelle. Dans une même logique, on peut dire que l'automatisation et la décentralisation des bases de données permet de restructurer les méthodes de collecte de redevances de droits de propriété intellectuelle et aussi de faciliter la répartition entre les ayants droit. Ce qui permet aussi de concevoir, pour le coup, des systèmes vraiment internationaux de répartition des droits et de les faciliter. Un autre domaine qui est en plein essor, c'est celui des robots d'indexation et d'intelligence artificielle dans le monde numérique et physique. Concrètement, on a des robots, alors pour la partie numérique, hein, qui parcourent le web en comparant des pages avec des bases de données portant sur des textes ou des images qui ont été préalablement en fait, intégrées dans une base de données
pour vraiment défendre en fait des auteurs ou des entreprises. Et lorsqu'un contenu est identifié comme similaire, il est signalé et ça permet de faire une action en contrefaçon. Donc ça permet en fait d'avoir une sorte d'identifier un nombre de contrefaçons sans commune mesure avec ce qui était réalisable finalement avant l'émergence de ce type de technologie. Et ça renverse un petit peu, c'est un point vraiment de bascule entre le numérique comme lieu de contrefaçon et le numérique au service de la lutte contre la contrefaçon, à mon sens. Un autre point qui peut être mis en avant et qui est vraiment, là, pour le coup, très développé aussi en Chine, c'est le domaine du commerce de la propriété intellectuelle, notamment du commerce de brevets, mais aussi d'images en ligne, etc. Et ces marketplaces donc, sont très dynamiques en Chine. On en a d'ailleurs une d'État qui opère depuis Shanghai, c'est le CIPOP. Un autre point qui rejoint, je pense, ce que disait Franck tout à l'heure, sous l'angle des secrets d'affaires et des secrets de fabrique et des transferts de technologie de manière plus large, un nouvel outil permet vraiment de repenser ces aspects-là. C'est ce qu'on appelle la preuve à divulgation nulle de connaissances. C'est un moyen de prouver, par exemple, quand on est en train de négocier un contrat, qu'on détient bien un savoir-faire sans en donner les informations suffisantes pour pouvoir le répliquer. Et ça, c'est très intéressant. Ça s'utilise aussi beaucoup, c'est encore expérimental, hein, mais ça s'utilise beaucoup en matière de données personnelles et en matière de données critiques et de savoir-faire secret. C'est vraiment un outil très intéressant au sein de l'entreprise pour pouvoir compartimenter l'information, mais au-delà de ça, pour aussi échanger avec une série de partenaires dans des accords de consortium, par exemple un accord de consortium européen, mais aussi avec des pays comme la Chine. Et c'est un point, à mon sens, assez crucial. Ces différents exemples illustrent, à mon sens, le rôle que joue le numérique dans les dispositifs de protection de l'API. Et la Chine est devenue donc un vrai moteur dans ce domaine, notamment du fait des investissements déjà discutés, hein, qui sont colossaux en matière de R&D dans l'intelligence artificielle ces dernières années en Chine. Il faut savoir que la Chine envisage de faire de l'intelligence artificielle un marché de plus de 130 milliards d'euros annuels à l'horizon 2030. C'est-à-dire que fondamentalement, le positionnement de la Chine et le fait que des entreprises chinoises axent des outils en faveur de la propriété intellectuelle et sa protection via l'IA est vraiment un enjeu clé. Dans le contexte de ce colloque, j'avais aussi deux remarques moi aussi à faire. Une sur la place de la Chine dans le numérique africain, et une sur l'importance des monnaies programmables dans le cadre des traités d'investissement qui sont aussi discutés. Pour dire quelques mots sur l'Afrique, qui est également donc un axe de ce colloque, on peut noter un vrai dynamisme, je trouve, autour des activités numériques, particulièrement autour des innovations dites frugales et l'usage de la téléphonie pour le paiement. La Chine est devenue vraiment le partenaire structurant de l'Afrique en matière de déploiement d'infrastructures et particulièrement d'infrastructures numériques. Alors, vous parliez déjà de Huawei tout à l'heure. Pour donner un exemple, ces derniers mois, la Chine a installé des centres de données donc, via Huawei en Zambie, au Kenya, en Afrique du Sud et au Cameroun. De fait, l'Afrique risque d'être dans un état de dépendance numérique vis-à-vis de la Chine, notamment en raison de ses infrastructures et aussi de la technologie qui est liée à ces infrastructures, et donc de la propriété intellectuelle en résultant. L'autre point qui semble pouvoir être mis en avant dans cette table ronde porte sur l'économie numérique et l'importance liée aux enjeux des monnaies numériques de banque centrale pour les traités bilatéraux d'investissement. La spécificité des monnaies numériques par rapport aux services numériques classiques, même s'ils sont numérisés, ou des monnaies scripturales, tient au fait qu'elles sont effectivement émises à la manière des pièces et des billets, sous forme fiduciaire. Et surtout, c'est le point vraiment clé à mon sens, c'est qu'elles sont programmables. Et l'enjeu des monnaies programmables, il est de plusieurs types. On a une facilitation de l'exécution des décisions de justice, avec un caractère numériquement saisissable. Ces monnaies programmables peuvent se substituer aux outils classiques, à la Convention de New York, à la Convention de Washington
et donc au CIRDI. Ça permet d'automatiser ce type d'outil-là. Il y a une traçabilité, un historique aussi sur ces monnaies programmables. Ça permet de limiter, en tout cas d'identifier les cas de blanchiment d'argent, de lever l'impôt de manière automatisée, de vérifier les prix de transfert à la volée. Il y a aussi une démultiplication des données bancaires pour permettre de faire du profilage. Et le choix du coup de la monnaie numérique nationale dans un contrat international va devenir un enjeu central dans les politiques d'extraterritorialité des systèmes juridiques et judiciaires. Sans commune mesure avec ce qui est à l'œuvre aujourd'hui avec le dollar, à mon sens. Le rattachement territorial sera absolu. La Chine est très avancée sur ce point-là, avec la monnaie de banque centrale qui est le DCEP, qui est actuellement expérimenté. Il y a un projet pilote actuellement à Shenzhen, il y a eu une distribution qui a été faite de monnaie numérique. C'est en cours depuis mi-octobre. Dans l'Union européenne aussi, c'est discuté, mais les informations qu'on a sont encore assez allusives. Il y a des projets, en tout cas, il y a eu des bacs à sable mis en place au niveau de la Banque de France, mais la dynamique européenne est encore un peu en cours. Bon, pour conclure mon intervention, je dirais que les traités bilatéraux d'investissement contemporains doivent tenir compte des innovations numériques et surtout des nouveaux outils d'automatisation contractuelle, c'est-à-dire les contrats intelligents sur blockchain ou sur monnaie numérique. Et il convient dès à présent d'anticiper dans ces traités les incidences des monnaies programmables sur les équilibres diplomatiques entre États et sur les rapports de force aussi qui vont évoluer entre États et investisseurs étrangers. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mathieu. Vraiment, c'est un exposé absolument passionnant qui ouvre des perspectives, je pense, très nouvelles pour beaucoup de nos auditeurs. Bon. Donc, on a inversé les interventions. Donc, Gilbert, maintenant, j'espère que tout va très bien marcher. J'espère aussi. Vous avez donc 10 minutes là. Et surtout que les participants, enfin que les auditeurs, n'hésitent pas à poser des questions. Pour l'instant, je vois qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, si vous avez des interrogations, faites-le maintenant. Merci. Gilbert, à vous. Oui, Patrick, merci. Ça passe mieux maintenant? C'est bon? Ou toujours pas? Allô? Si, c'est très bien, c'est très bien. Ah, ok, très très bien. Alors, je voulais retenir sur les interventions préalables. Bon, déjà, ce que vous avez dit est absolument génial. La convergence, elle existe. Ce que tu as pu dire, Fred, sur la contrefaçon, la prévisibilité et l'efficacité, elle est évidente parce que les moyens qui y sont mis sont colossaux. Le monde de l'entreprise, il est fait de différents éléments. Lui, c'est la rapidité, le time to market. Et l'élément central de ce qui se passe dans le numérique, c'est la vitesse à laquelle les technologies se construisent en Chine. Vous avez deux chemins là au-dessus de ma tête. On passe d'une allégeance qui était la technologie américaine à l'exemple classique où il ne faut pas aller sur l'Internet avec la fleur au fusil. Les cyberattaques, ça existe. Le pillage de données numériques, ça existe. Les problèmes de contrefaçon, c'est un sujet. Mais au-delà de ces sujets-là, le moteur même chinois, il est composé, malheureusement, de dynamiques complémentaires, mais qui convergent sur un leadership chinois, comme Patrick, tu l'as très très bien démontré sur l'ensemble des slides que tu as montré. Mais ce moteur qui s'organise, il s'organise autour d'une unité de base du moteur. L'unité de base, c'est le microprocesseur. Le téléphone que j'utilise, qui est américain, il a 12 milliards de puces de circuits électriques, de microprocesseurs. 12 milliards. L'iPhone de Huawei, il en a 15 milliards. Et à un moment donné, en économie, il y a la loi des rendements marginaux décroissants. Comment on fait pour mettre 3 milliards de plus sur un téléphone de Huawei qui va nativement avoir un wallet, donc un portefeuille, qui va nativement utiliser le digital RMB dont a parlé Mathieu à l'instant? C'est déjà fait. C'est déjà actif, ça fonctionne déjà. Donc l'unité de base, c'est le microprocesseur, et c'est tout l'enjeu du découplage des deux routes que vous avez là, le découplage des microprocesseurs américains, tout simplement les entreprises que l'on connaît très bien comme Qualcomm ou AMR ou plein d'autres, et l'autonomie qu'a pu prendre la Chine en 2 ans au lieu de le faire en 5 ou 6 ans. La pression de notre ami Trump, président américain, a mis une telle pression que les Chinois ont été capables d'atteindre un niveau d'autonomie, alors pas complètement abouti sur la puce, le microprocesseur, mais à un niveau de désuétude qui met les technologies occidentales dans un niveau de désuétude à une vitesse phénoménale.
Mais ça vous renvoie à vous, les avocats, et le système juridique, et le système diplomatique, dans une logique de vitesse. On a parlé d'automatisation avec Mathieu, ces vitesses, elles sont fondamentales. Il faut appréhender ces nouveautés, il faut les comprendre, et il faut les utiliser. On a parlé de l'innovation comme étant un moteur. Cette innovation, elle est liée à cette fois non plus l'unité de base, qui est le microprocesseur, que l'on trouve partout. Il y a une réalisation de 75 milliards de dollars de transactions en un jour. Je vous garantis que ça fait froid dans le dos à l'ensemble des pays, tels que les États-Unis, qui, quand ils mettent une seule entreprise, Alibaba, 75 milliards en un jour, et le Black Friday de toutes les entreprises numériques américaines, incluant Amazon, ne fait que 35 milliards. Il y a en système d'information des mécanismes de franchissement de seuil que les Chinois ont réussi à faire, de miniaturisation, d'automatisation, que les Occidentaux ne comprennent plus. Donc, je dis bien, ils ne comprennent plus. Donc, oui, il y a eu des transferts de technologie. Oui, il y a encore des transferts de technologie. Oui, il y a encore des besoins de légiférer et de contenir et de converger sur ces mécanismes-là. Mais il y a cette dynamique où il ne faut pas y aller la fleur au fusil et il faut absolument une notion de vitesse structurante à la taille des data lakes. L'innovation, elle a deux axes. Un axe incrémental et un axe de rupture. Les bases de données classiques que l'on sait exploiter dans les entreprises aujourd'hui, dans le monde occidental, sont très peu dans la rupture technologique. Elles sont vraiment dans l'incrémental, la continuité de ce qu'on savait déjà faire. Avec un data lake de 1,2 milliard d'individus qui utilisent tous les jours un téléphone mobile, qui tous les jours donne des comportements d'achat, qui en plus utilisent un score de sécurité et un score de risque et un score sociétal de l'individu et un score sociétal de l'entreprise, par le gouvernement chinois qui n'est pas décentralisateur mais bien centralisateur, on a insisté sur l'importance des technologies. La blockchain faisait déjà partie, au même titre que l'intelligence artificielle, que le quantum computing, que le quantum sensors, qui sont des ingrédients fondamentaux du succès des entreprises françaises, et pas simplement dans le numérique, mais dans toute la transformation des entreprises traditionnelles dans le numérique. Ces 4 sujets étaient déjà dans le 13e plan, qui s'est terminé en octobre, et le 14e plan qui vient là d'arriver en novembre. Ce 14e plan, il dit tout simplement que, attention, et Xi Jinping est très clair, il va y avoir fusion militaro-civile. Donc toutes les technologies qui sont utilisées dans le militaire vont être fusionnées avec toutes les technologies qui sont dans le civil. On ne parle pas de PPPP, là, de partenariat public-privé. On parle de fusion. Et donc c'est une zone d'alerte sur, encore une fois, cette vitesse accrue à laquelle on est imposé, on est obligé de choisir. L'idée, c'est de trouver une 3e voie, la voie européenne. On a des principes philosophiques, des principes idéologiques de la protection des données, qui est cette fois le pétrole, le nouveau pétrole des entreprises, c'est la donnée, c'est la data. Les data lakes auxquels on est mis en place grâce à la RGPD, c'est une Europe fragmentée en 27 pays. Les États-Unis en eux-mêmes ont des data lakes qui font 350-400 millions d'utilisateurs du numérique. Mais là, quand vous avez 1,2 milliard et que chaque mois, vous avez 50 millions de nouveaux utilisateurs, c'est la population française. Avec des comportements d'achat qu'on utilise, qu'on comprend, et bien sûr qu'on centralise. Donc, ces sujets-là qui va jusqu'au détail le plus petit, qui est la 5G. Quand nous, on se pose des problèmes philosophiques sur la 5G, les Chinois viennent de lancer une fusée avec un satellite de 6G. Donc, ces mécanismes-là d'appropriation tournent vraiment autour de la vitesse, de ne pas y aller la fleur au fusil, parce que les ransomware se font même dans le dark web as a service, c'est-à-dire qu'on peut acheter une prestation de ransomware. On peut comprendre que les Américains ne sont pas en reste. Ils ont eu avec Intel la délicatesse de mettre en place Spectre, c'est-à-dire que toutes les puces Intel sur 1 milliard de composants dans le monde entier utilisaient une puce Intel qui permettait à la NSA d'aller voir en backdoor ce qu'il y avait comme données et le transfert de données. L'extraterritorialité, le Cloud Act, a obligé le gouvernement français à expliquer à Microsoft que les données de santé médicale ne pouvaient pas être hébergées sur les serveurs de Microsoft. Donc, l'historique, la servilité qu'on a eue, elle va passer d'un côté américain à un côté chinois. Mais il nous faut notre 3e voie. Et là, je prendrai un exemple très simple. Dans le 14e plan, encore une fois, de Xi Jinping, sur le numérique notamment, donc je reprends l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning, mais aussi la blockchain, le quantum computing, c'est nos amis chinois, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue des usages de ces sciences,
ont déjà 3 à 4 ans d'avance sur les Américains, qui explique un peu les convulsions et les contractions que pouvait avoir un certain Trump. Et ça ne va pas changer avec Biden, sauf que il nous faut comprendre les cycles de conception de ces nouvelles technologies. Il nous faut certes avoir nos entreprises européennes et françaises basées en Chine, mais elles comprennent très vite que le transfert de technologie doit se faire aussi dans l'autre sens. Et on le voit avec Comac, on le voit avec RCCE, dans le ferroviaire à grande vitesse, on le voit dans le satellitaire. On parle de quantum computing, c'est-à-dire d'incapacité de violer des données de communication satellitaire qui existent déjà et qui fonctionnent entre Pékin et Shanghai. C'est un couloir de 700 km. Les amis américains ont mis 1 milliard sur la table pour essayer de comprendre comment ils pouvaient faire la même chose entre New York et Boston. Mais ils n'y sont pas encore. Donc, j'en conclus là-dessus. Le moteur du monde, qui est la Chine, s'organise sur des composants qu'on appréhende mal, que même philosophiquement, on s'interdit. La protection des données en Chine, elle doit protéger la communauté. La protection des données en France et en Europe avec les RGPD, c'est protéger les données personnelles de l'individu. Il y a un découplage qui se fait entre les États-Unis et la Chine. L'autonomie de la Chine est arrivée sur les ressources rares, c'est-à-dire les matériaux dont ont besoin les entreprises pour faire ces fameuses chips. On a un peu de temps, on a une opportunité phénoménale, comme l'a rappelé le Premier ministre Raffarin, un timing idéal pour positionner cette troisième voie numérique française, européenne, mais en y mettant les moyens. Et là, la dotation en capital qui est faite par les Chinois sur le semi-conducteur, c'est 10 ans d'exonération d'impôts sur une couche d'entreprises qui ne sont plus les très gros, ZTE ou Huawei. Ils ont compris la démultiplication du tissu économique des PME chinoises dans les microprocesseurs, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que c'est l'unité de base de ce moteur, qui est le moteur digital de l'économie chinoise. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci de cet exposé extrêmement intéressant et en plus qui respecte complètement nos horaires. J'ai pour l'instant trois questions que je vais poser dans l'ordre d'ailleurs. La première de Jean-Paul Dussos qui, d'abord, remercie beaucoup l'exposé très brillant de Mathieu et pose la question de savoir si une cohérence normative européenne dans ce domaine est envisageable. Est-ce que Mathieu ou Franck, vous avez des éléments de réponse sur cette question? Franck, oui, si tu veux commencer. Il faut que tu mettes ton micro. Voilà. Non, sur le droit européen, je voulais justement laisser la parole à Mathieu. Ah, d'accord. C'est pour ça que je donnais la parole. Bon, vas-y. Alors, en tout cas, sur la politique d'intelligence artificielle, il y a, je pense, des travaux européens quand même assez importants qui sont à l'œuvre. Il y a eu un livre blanc il y a presque 1 an maintenant. Le Conseil de l'Europe aussi, donc avec un groupe élargi de 47 États, travaille aussi sur ces questions pour essayer de véhiculer la notion de droit de l'homme par conception, intégrée dans les intelligences artificielles. Une charte de l'IA a été conçue, qui est, à mon sens, un objet très intéressant et très fort pour porter des valeurs centrales européennes. Et sur la blockchain, il y a actuellement aussi un règlement européen qui est en cours de conception, qui a été dévoilé il y a 2-3 mois à peu près, et qui est surtout axé sur la... Alors, il y a un axe levée de fonds qui intéresse beaucoup les entrepreneurs. Il y a aussi un axe jetons stables, donc qui touche plus, qui amène à penser autour d'un euro numérique. Et aussi la BCE s'est positionnée. Après, dans le rapport à la Chine, peut-être qu'autour des traités bilatéraux d'investissement, il est intéressant déjà de prendre en compte ces évolutions technologiques pour éviter en tout cas de se faire avoir diplomatiquement dès maintenant en ne prenant pas voilà, les précautions nécessaires si des contrats intelligents sont visés en annexe, si des choses comme ça sont évoquées et que la question de la monnaie numérique est intégrée, que ce soit intégré avec vraiment une compréhension fine de ces sujets-là. Je pense que c'est vraiment important. C'est en cours, hein, tout ça. Donc, ta réponse répond un peu en partie là, à une autre question sur le même domaine de Jinzhengni, qui est comment l'Europe pourrait constituer un pôle souverain vis-à-vis des États-Unis et de la Chine
dans les domaines numériques et technologiques, puisque aujourd'hui, comme on l'a vu, elle est assez éclatée, mais en même temps, comme tu viens de le signaler, il y a beaucoup de travaux, de convergence, de régulation européenne, etc. Est-ce que Mathieu ou Gilbert, vous avez Ah, quelque chose? Oui, oui, Gilbert. j'aimerais juste apporter l'éclairage des entreprises sur ce sujet-là, et notamment l'aspect normatif qui est déjà en cours sur la blockchain. On sait que c'est le prochain tsunami, c'est la prochaine vague qui va permettre d'avoir l'authentification de l'origine, la traçabilité de l'origine. La monnaie virtuelle, telle qu'évoquée par Mathieu tout à l'heure, est pertinente. Il y a eu, il y a quelques jours, le CIIE à Shanghai, où le président Xi est intervenu. Et il y a un acteur français, et dans le 14e plan, c'est fondamental, le muscle qui est en train de gonfler sur ce 14e plan, c'est la capacité d'exportation chinoise. Mais il y a un filet tout petit, vraiment un string tout petit, sur l'importation de produits de qualité. C'est-à-dire que si on a une chance à jouer, c'est plus trop dans la masse, c'est vraiment sur les produits de qualité. Et je donne un exemple qui a été un communiqué de presse qui est passé il y a 3 jours, d'un acteur français qui était un logisticien. Mathieu parlait des plateformes, elles sont nombreuses. Mais il y a des plateformes comme Amazon, comme Alibaba, comme JD.com, et on a vu la performance de 75 milliards en un seul jour. Il y a une plateforme d'un logisticien qui s'appelle Foodgates, qui vient de se permettre de prendre des produits agricoles français. On peut penser que c'est rien de technologique. Ben non, c'est faux. Ils utilisent la blockchain chinoise et surtout la norme chinoise BSN, qui est une norme de sécurisation des échanges, non pas simplement de cryptologie, des monnaies cryptoactives qu'il peut y avoir dans la blockchain, mais d'accès à la blockchain. Les éléments non sécurisés, et tous les acteurs français de la cybersécurité l'ont compris, mais ne le disent pas, et encore moins les journalistes, l'enjeu de la sécurité de la blockchain, c'est comment on y accède. Quel est le module d'interconnexion? Eh bien, les Chinois ont créé un standard normatif qui n'existe pas. Donc, pour répondre à votre question, oui, l'Europe doit se doter à une vitesse grand V de normes spécifiques sur des grandes technologies, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit la blockchain, que ce soit le quantum computing, pour sécuriser pas simplement à l'intérieur du moteur, mais sécuriser la capacité d'accéder au levier du moteur. Voilà. Donc ça, le BSN, je vous invite vivement à regarder. Cette entreprise, Foodgate, je suis désolé, mon expertise, c'est de parler des entreprises, a compris que pour subsister en tant que logisticien, il fallait une blockchain, les produits de contenu de qualité, et la France s'est jouée sur ces produits de qualité. Alors l'Europe, l'Allemagne avec l'automobile, même l'automobile allemande utilise la blockchain. Sauf qu'il y a en bout de ligne cette norme de sécurité BSN. Ok. Bon, merci de cette réponse très complète. J'ai une dernière question qui rejoint les relations Chine-Afrique qu'on a déjà évoquées. Il y a donc Jean-Denis Mialard qui indique qu'une firme chinoise a obtenu un marché de numérisation des échanges entre le ministère des Finances congolais, la Banque centrale, etc. Et il pose la question, est-ce que ce n'est pas un danger d'exposition de l'État congolais à la toute-puissante Chine sur le plan de la protection des données? Donc, quand tu évoquais tout à l'heure, Mathieu, cet apport de la Chine donc à l'Afrique dans ces domaines-là, j'imagine qu'évidemment la protection des données est une question. Est-ce que tu as des éléments de réponse? Je pense que la Chine essaie de faire avec l'Afrique ce que les États-Unis ont fait avec l'Europe et l'Amérique du Sud, à ce niveau-là en tout cas. Donc oui, bien sûr qu'il y a un risque. Après, il y a aussi un apport technologique. Et c'est 2 pays dans lesquels il y a encore beaucoup de choses à construire au niveau de la protection des données personnelles et où finalement les populations sont peut-être moins. Alors ça dépend, hein. L'Afrique, c'est très très large, hein. Il y a vraiment entre des pays comme la Tunisie qui était cité tout à l'heure où il y a un bassin d'informaticiens absolument colossal et des personnes extrêmement sensibilisées à ces enjeux-là et d'autres pays qui sont peut-être un peu plus en difficulté. Il y a des écarts au niveau de la sensibilisation aux données personnelles et aux enjeux et finalement mettre à disposition des infrastructures, peut-être déjà le préalable avant même de s'intéresser à l'exploitation éventuelle des données, je pense. Ouais. Mais est-ce qu'on peut dire, d'ailleurs, ce sera peut-être la dernière réflexion, est-ce qu'on peut dire que la mise à disposition d'infrastructures entraîne nécessairement des interrogations sur la protection des données? Je veux dire, on peut très bien fournir des infrastructures et puis trouver les moyens de protéger totalement les données, non? Bon, on va… Non, c'est pas si clair. Je suis pas convaincu. Je pense que c'est la source de base de données et qu'on peut tout brancher sur ça. À partir du moment où on a l'infrastructure, on voit par exemple ce que font les FAI en France.
C'est vraiment un peu le dernier recours. Par exemple, quand nous, avocats, on a un enjeu sur Twitter et qu'on souhaite lever un anonymat, on va aller voir le FAI. Et D'accord. ben là, c'est un petit peu la même logique. Si on a Ok. un accès à l'infrastructure. Donc, d'accord. Donc, ok. Bon, bah, c'est vraiment le mot de la fin. Il est 11 heures. Je vous remercie vraiment tous. On a bien respecté. C'était absolument d'une richesse tout à fait qui correspond, je pense, à ce qu'on voulait faire. Et donc, je passe le relais à la table ronde suivante.